Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Sidéré. On dit de quelqu'un qu'il est sidéré quand face à un événement qui sort de l'ordinaire, un phénomène qui le surprend, il est frappé de stupeur, pétrifié, choqué, abasourdi. En médecine, et là je cite une définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire, la sidération est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l'impression d'une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité, voire pseudo-parkinsonien du fait de tremblements associés. En psychologie, et là aussi je cite une définition que j'ai piquée dans un dictionnaire, la sidération est un phénomène psychologique qui agit comme un arrêt du temps, qui fige la personne dans une blessure psychologique traumatique. La victime de sidération se retrouve dans un comportement de repli sur soi, avec des pleurs et de l'angoisse, pouvant aller jusqu'à des tremblements ou des vomissements. Elle souffre d'une culpabilité omniprésente avec une impression de souillure, pas toujours spontanée, mais conséquente et un sentiment de honte. Et bien sûr, vous êtes en train de vous demander où je veux en venir. Eh bien, c'est parce que tous ces derniers temps, j'étais en train de m'interroger sur l'état d'hébétude de la société algérienne, sur son état de sidération, sur sa totale incapacité à réagir, y compris à des événements tragiques qui mettent son propre devenir en péril. Une société qui ne réagit plus à rien, pas même lorsqu'une mafiocratie lui impose un chef d'État qui n'est plus qu'une pathétique façade, pas même quand la même mafiocratie n'a plus de retenue et qu'elle pille sans vergogne tout le pays, pas même quand des forces et d'autres manipulent des événements pour provoquer une guerre civile. N'ayons pas peur des mots. Et par conséquence, un éclatement du pays. Pas même quand des officines mettent en branle une vaste opération qui consiste à utiliser les extrémistes les plus outranciers de toutes les mouvances problématiques pour exacerber les tensions et préparer une atmosphère toxique propice au scénario qui a été mûri dans les laboratoires de la subversion et qui n'a d'autres objectifs que de préparer le chantier de la guerre civile. Je ne suis pas sociologue, mais force est de constater que nous sommes face à une situation de sidération sociale. Et pour bien expliquer mon sentiment, je vais donc tenter d'adapter la dernière définition, celle que j'ai piquée dans un dictionnaire. Je vais tenter de l'adapter à la situation que je cherche à décrire. Je ne vais pas changer grand-chose, juste glisser quelques mots et certains concepts dans la définition initiale. Allons-y. La sidération de la société algérienne et surtout de ses élites a comme origine un état de stress particulièrement intense, particulièrement prégnant, qui dure depuis 1830 à ce jour, à maintenant où je vous parle, en passant par le coup d'État de 62, en passant par la décennie rouge, puis par les années bouteflikiennes, etc., etc. Ces situations extrêmes de flicage, d'oppression, de violence, de crimes, de prédation, de corruption de masse, de manipulation, d'extirpation de toutes les valeurs qui auraient pu susciter un sursaut salvateur ont provoqué l'inverse de ce qu'elle aurait dû impliquer. Un état de sidération matinée du syndrome de Stockholm, où la société victime en arrive à traiter son propre bourreau de sauveur de la République, à laisser assassiner son propre pays sans la moindre protestation, encore moins de colère. Ou alors, quand elle sort dans la rue, c'est pour crier de toutes ses forces « One, two, three, viva l'Algérie ». Et ce n'est là qu'un mécanisme de défense archaïque, de camouflage, dans un milieu naturel ou un état d'agitation inadapté
La société victime se retrouve dans un comportement de repli sur soi, avec des gênements et de l'angoisse, pouvant aller jusqu'à des tremblements ou des vomissements. Des vomissements de soi-même, comme cette fameuse autoflagellation. La société victime souffre d'une culpabilité omniprésente, avec une impression de souillure, pas toujours spontanée, mais conséquente, et un sentiment de honte qui entraîne souvent une boulimie de compensation qui se traduit toujours par une poussée de khfazit, que les individus qui constituent la société victime expriment par cette phrase ô combien thérapeutique, aujourd'hui. Oulda Abbas, laissez Saïd Bouteflika, il ne sera pas candidat. Par Mohamed Nassim. Maghreb émergent. Pour Youssef Yousfi, l'Algérie est en crise, mais résiste grâce à Bouteflika. Par Amar Ingreshen. TSA, où Yahya confirme avoir présenté ses excuses aux Saoudiens. On n'est pas un peuple de bandits. Par TSA. Algérie, une société sidérée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici, sur le plateau, Rachid Nekaz, président du MJC. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Barakallahu fik. Hassan Moussi, qui est au Canada, analyste politique, qui est avec nous. Hassan Moussi, vous êtes avec nous? Ok, d'accord, je suis avec vous, Jamal. Merci. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et Azdine Zalani, juriste et analyste politique. Merci, Azdine Zalani, d'avoir accepté. Merci pour votre invitation, je vous le dis. Alors, il est vrai qu'il y a des moments où on ne sent plus, on ne voit plus autour de nous ce qui se passe lorsqu'on est trop fortement imprégné d'une situation. Or, aujourd'hui, nous découvrons que la société algérienne ne bouge plus. Elle est en catalepsie. Elle est en situation de sidération. Elle est là, bouche ouverte, à regarder. Et demain, par exemple, si vous allez aux gens, vous leur dites « les Martiens sont à Alger hein. ». Ça ne va pas les étonner plus. Ils sont en train de tout accepter. Est-ce parce qu'il y a trop de scandales, trop de turpitudes, trop de périls, qu'ils ne ressentent plus rien? Ou est-ce que c'est parce qu'on a réussi finalement à les anesthésier? Rachid Nekaz. Vous savez, l'Algérie, depuis 20 siècles, elle a systématiquement été envahie par des colonisateurs. Parfois, c'est les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs, les Français. استعمار تاع فرنسا 124 سنة قبل ما الشعب الجزائري بدا يفطن. 124 سنة ولا 132 سنة؟ Non, jusqu'en 1954, c'est 124. Le temps qui se réveille, l'atavisme. C'est-à-dire que c'est une société qui fonctionne par atavisme. C'est-à-dire الشعب يرقد ويجي واحد النهار يفطن. Et je crois que depuis 20 ans, depuis l'ère Bouteflika avec la mafia qui est autour, nous sommes dans cette période d'atavisme, c'est-à-dire Chabra Regd, parce qu'il y a trop de scandales. L'atavisme, c'est plutôt lorsque des choses qu'on a héritées de nos ancêtres se réveillent un jour. Ça va arriver, Inch'Allah, ça va arriver. C'est pour ça que depuis que je me suis engagé sur le champ politique algérien, je dis toujours Sabro Chouïa. Je suis sur une vision et sur des actions sur 20 ans, Inch'Allah. Parce que je sais, en tout cas, نحس باللي منا 20 سنة إن شاء الله الشعب الجزائري يفيق واش راه كاين في بلادنا مع هذه المافيا تاع 40 سراق اللي باعوا كل شيء، اللي هردوا كل شيء، فسدوا كل شيء، ويجي واحد النهار ان شاء الله باللي هذه المافيا هذه الشعب تاعنا يفيق بها ويقول بركات. Ça va arriver, Inch'Allah. On le voit bien. Macron, هذيك خطرة جا البلاد دار فيديو مونتاج مع الرئيس، والرئيس تاعنا بوتفليقة الله مات الله يرحمه، il est mort. وهذا الرئيس فرنسي عنده 40 سنة دار vidéo montage ou binoha. Vous avez dit dans une autre émission que c'est un sosie, que ce n'est pas le bon Bouteflika. Il est mort. Vous êtes sérieux? Mais je suis très sérieux. Le président Bouteflika
est décédé, il n'a même pas le droit des funérailles. Même pas Braouid de Et celui qu'on voit, d'après vous, c'est un masque 3D, tout simplement. vous êtes sérieux? Mais je suis très sérieux. Mais pour moi, je ne peux pas vous laisser dire ça, Eh ben, Rachid Nekez. je vais vous répondre. Si c'était vraiment lui, on voit bien qu'il a une oreillette, un micro. Ouais, Pourquoi ouais. il ne parle pas? Pourquoi on ne l'entend pas? Non, Vous savez parce que- pourquoi? Est-ce ouais. que vous savez pourquoi? Ouais. Parce que tout le monde connaît la voix du président Bouteflika. Et s'il dit un seul mot, Chiabi Fiqbih. Alors, il a une oreillette. Moi, je vais vous apporter quelque chose. Dites-moi tout. Après de son élection en 4e mandat, lors Oui. de sa prestation de serment, Oui. de son investiture, Oui. il a parlé, on lui a mis Oui. le fameux micro-amplificateur là. Oui, il était vivant. On lui a mis une oreillette, on lui dictait un peu ce qu'il devait faire, on lui a donné quelque chose à lire. Oui, il Et était on- vivant. Et on lui a retiré son frère, nous avons les images, Oui. où son frère envoie un gars du protocole lui retirer parce qu'il commençait à dérailler. Mais là, on l'a bien entendu. Mais Même depuis, si, est-ce que si vous sa l'avez voix était entendu très faible. Hein. Est-ce que vous l'avez entendu On l'a depuis- entendu. Non, non, là, est-ce que vous l'avez Là, entendu en on 2017? on en l'entend pas parce 2016? qu'il est plus audible. Ah, Même avec s'il vous le. plaît. C'est pour ça qu'ils mentent, ceux qu'il reçoit et qui disent on a discuté avec lui Il est pendant des heures. mort, Allah yarhamou. Il est mort, il est mort. Vous savez, c'est dur à accepter. على بالي بلي الشعب الجزائري كي تقول باللي الرئيس مات تجي صعيب باه يستعرف باسكو 40 مليون جزائريين ماهمش باغيين يقولوا بلي حشوها لهم. Malheureusement, si. Pourquoi? S'il n'était pas mort, pourquoi le président Macron a fait une vidéo-montage et la télévision française TF1 كشفته باللي هذيك اللقاء اللي دارها مع بوتفليقه c'est une vidéo montage. En tout cas, ça n'engage que vous. Moi, Non, je je considère cette théorie C'est du pas une complot, théorie. comme on dit, Mais je vais vous complètement farfelu. Excusez-moi de C'est vous le Jamal dire. El-Din. Je vais vous répondre. Oui. Vous savez qu'il y a l'article 144 bis algérien Oui. qui dit que toute personne qui porte atteinte à l'image du président de la République est passible de 2 années de prison. Oui. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi je n'ai pas été poursuivi par la justice algérienne? Parce qu'ils ne veulent pas faire de publicité à une situation qui souffre déjà de trop de commentaires. ومحمد تمالك الله يرحمه علاه دخلوا الحبس Ouais. وشرعوا له عامين حبس. Oui. علاش؟ لماذا؟ Parce qu'ils disent qu'il a porté atteinte à leur famille, qu'il a... Non, au président de la République. Oui, oui. Eux se sont cachés derrière le président de la République. C'est Pour l'argument. pouvoir se venger. C'est Mais l'argument en fait, juridique, c'est Jamal Oui. El-Din Ben Chenou. Donc j'ai dit la vérité, sinon je serais déjà en prison. كاينة ولا ما كاينش؟ Vous y croyez, vous, Asdin, à cette histoire de sosie, que Bouteflika est déjà mort, de cette thèse de M. Rachid Nekez? A priori, non. Oui. Parce qu'elle est très difficile à admettre, a priori. Admettre, oui. C'est une couleuvre carrée. Après, voilà. Par contre, quelle que soit la situation, je crois qu'il faut aller plus au fond du sujet. Oui. Que ce soit comme à un moment donné un des rois sultans du Maroc qui était décédé, et puis il avait l'habitude de monter sur son âne et d'aller dans le marché. Et donc on avait une sorte de mannequin lui ressemblant, etc., et qui continuait à aller dans le marché, etc., pour pouvoir calmer la population. On est un petit peu dans une situation de ce genre. Moi, je dirais c'est- plutôt qu'il est mort politiquement, qu'il n'est plus capable d'assumer, qu'il n'est plus capable de parler. Il est de vivant diriger. politiquement. Il est vivant, Non. il est vivant Politiquement, il est vivant. biologiquement. Il est vivant biologiquement. Il est mort Mais humainement. allez-y, Asdin Ozal. Moi, je préfère quand même parler d'une manière beaucoup plus globale. La question que vous avez posée, c'était pourquoi cette paralysie Oui. de la population. Et moi, j'ai envie de faire un qualificatif plutôt différent, contraire. Faudrait-il pas parler de sagesse de la population, de retenue de la population? La population a essayé, a tenté, une fois, la véhémence, les sorties, les manifestations. Et elle a su où est-ce que ça a mené. En l'absence de guide, en l'absence de politique claire, etc. Il faut dire aussi que la situation politique et sociale en général dans le pays est différente, même des pires périodes de la dictature de Boumedienne ou d'autres. Alors sur la classe, entre guillemets, politique, il y a environ 70 partis, et il y en a peut-être 2 ou 3 qui font une petite opposition. Le reste, ce n'est que des sigles qui sont ameutés à un moment donné ou à un autre pour faire du bruit et pour faire donner l'impression qu'il y a une classe politique. Il n'y a plus de classe politique. Deuxièmement, la presse. L'Algérie, à partir de 88, était connue pour l'élan de la presse et
Une certaine liberté de ton. Une certaine liberté de ton. La presse a été quadrillée, réglée, achetée, publicité à l'appui, et il n'y a pratiquement plus de presse libre en Algérie. On peut rajouter les associations, les organisations de masse qui sont bien gérées. Et l'université, Zalani? Bon, l'université, c'est pareil, c'est comme dans le cadre pour ce qui est des travailleurs, il n'y a plus de syndicats. À l'université, c'est les syndicats maison, ceux de l'État, comme l'UNGA, comme les islamistes domestiqués. Voilà. La jeunesse aussi est domestiquée. Une grande partie de la jeunesse dans des régions, dans certaines régions, qui bougent un petit peu comme dans le centre, on a acheté beaucoup de jeunes avec des prêts de milliards, de 2 milliards, de plusieurs milliards, qui ne sont pas remboursés, l'ANSEJ et tout ça, qui ne sont pas remboursés et qui risquent, dans le cas où ils bougent, qu'on leur ressorte leur dette. Les cadres sont pris dans une situation où on peut facilement les mettre dehors. Il n'y a plus de code de travail, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de recours, etc. La population se trouve démunie. Tous les Algériens savent qu'il n'y a plus de justice. Ils savent que la Hagra est institutionnalisée. Donc, deux choses. La première, c'est que sans aller très loin, la population sait que ce n'est pas le moment et elle n'a pas les moyens de Pourquoi ce n'est pas le moment? Par peur de retomber dans une situation à la syrienne Oui, voilà, bien entendu, il y a cela. Et le pouvoir ne se cache pas. La dernière fois, il a quasiment menacé avec les fameuses images de revenir vers de Ben Talha, etc. Et tout cela. Mais il y a aussi, sociologiquement, parce que ça fait 20 ans, donc une génération, si on rajoute la génération des 10 ans de guerre civile, on a 30 ans où une population a été complètement apeurée, domestiquée, etc. Donc, plus on avance dans le temps, plus les ressorts d'auparavant ne sont plus là. Donc, il reste deux choses. La question, ce n'est pas quand est-ce la société va se soulever ou s'exprimer. Parce qu'elle s'exprime aussi par différentes manières, par le rejet de beaucoup de choses. Il ne faut pas dire qu'elle est totalement amorphe, la population. Oui. Elle n'est pas organisée politiquement au sens traditionnel du terme, mais là, on voit des expressions multiformes du rejet de la population algérienne. Et dans tous les cas, un représentant politique, les personnalités politiques qui disent, ou journalistiques, ou médiatiques, ou autres, qui disent que la population est out, n'ont plus rien à dire. Parce que nous sommes là que pour représenter éventuellement les aspirations de la population. Et si les aspirations de la population sont le calme, la stabilité, la non-aggravation d'une situation déjà grave, eh bien, il faut aller dans ce sens-là, parce qu'elle n'est pas prête. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une organisation, il y a une force qui représente la société. Oui, laquelle? C'est l'armée. Et c'est l'armée qui est la seule. Attendez, l'armée représente la société? Non. Ou l'armée représente le régime qui tient le pays? Et la société, quand il y a un déséquilibre trop flagrant, et la responsabilité de la déchéance du pays ne doit pas simplement tomber sur les intellectuels, les universitaires, etc., quel que soit leur lâchage. Mais sur l'institution militaire, qui, au-delà des déclarations qui disent « nous n'intervenons pas sur la scène politique », certes, on ne veut pas que l'armée intervienne dans la scène politique. Mais quand il s'agit de sauvetage du pays, quand le chef de l'État, chef des armées, chef de ceci, chef de cela, président de tout, désignant pratiquement tous les fonctionnaires et hauts fonctionnaires, et même au plus bas, même le secrétaire général de mairie, quand je vais revenir à vous, Azdine Zalani, parce que c'est important. Je termine la phrase. Oui. Quand le chef de l'État est out, quand le symbole de la souveraineté nationale, et certains disent qu'il est décédé, est totalement out de la scène politique, l'armée, en tant que structure nationale et en tant que structure chargée de la sécurité du pays, doit intervenir par les meilleures manières. Et là, je vais revenir à vous tout à l'heure sur cette question de l'armée,
Parce que moi, ça m'étonne beaucoup ce que vous dites. À la limite, ça me choque même. C'est pertinent. Donc, nous allons revenir, nous allons discuter sur le rôle de l'armée, parce que moi, je considère que l'armée est j'allais dire, le commandant de bord du régime. C'est elle qui est au tableau de bord, c'est elle qui dirige, c'est elle qui a mis Bouteflika. Donc, ça me paraît un peu bizarre ce que vous dites. Hassan, moi aussi, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous, Jamal. Alors, votre avis sur cette sidération de la société algérienne qui ne réagit plus à rien, notamment, surtout, particulièrement, l'université, les élites. Je ne parle pas de l'opposition, je ne parle pas des partis politiques, je ne parle pas de la presse, mais les intellectuels algériens censés être à l'avant-garde de la contestation sociale, on ne les entend pas du tout. C'est comme s'ils n'existaient pas. D'abord, Jamal, permettez-moi de dire bonjour à notre ami Rachid Necker, ça fait longtemps que je ne l'ai pas salué, et à notre ami Zalani Azbin, avec vous. Vous m'entendez bien, Jamal? Oui. Donc bonjour à vous aussi et à tous les Algériens qui sont à l'écoute en ce moment. Merci. Je les rejoins, mes deux collègues qui sont avec vous, sur deux points. Notre ami Rachid qui a parlé de dormir 2-3 ans, le peuple algérien, et puis se réveiller pour faire un grand boom. C'est une vérité aussi. Et notre ami Zalani qui parle de sagesse. Oui, il y a cela aussi. Moi, avant de rentrer dans le vif du sujet à Jamal, je rendrai d'abord hommage à M. Pierre Larousse, qui est décédé il y a maintenant un siècle et demi, qui a bien voulu nous offrir le dictionnaire qui porte son nom, Larousse, qui enrichit aujourd'hui l'humanité en termes de vocabulaire chaque jour plus. Et selon justement Larousse, le mot sidération, dont nous parlons aujourd'hui, signifie anéantissement subit des forces vitales. Anéantissement subit des forces vitales. D'autres personnes à Jamal, comme les médecins notamment, nous disent que la sidération, si vous voulez, est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet est inerte, donne l'impression d'une perte de connaissance. Maintenant, dans le cas de la société algérienne, puisque de celle-là dont il s'agit aujourd'hui à Jamal, moi je ne doute pas un seul instant qu'elle se trouve bel et bien dans un état de sidération. Ce n'est ni une impression, ni je le dis dans l'abstrait. C'est une réalité de tous les jours palpable et sérieuse, et je dirais sérieuse bien entendu. J'ajoute n'exclure, puisque vous me parlez d'intellectuels et tout, j'ajoute n'exclure aucune couche de la société, ni les intellectuels, ni même nos médecins, nos avocats, nos ingénieurs, nos professeurs ou encore nos hauts fonctionnaires proches de la sphère dirigeante. Tout ce monde-là à Jamal est dans un état de sidération. Cela, encore une fois, n'engage que ma petite personne. Tous, je le dis, je persiste, tous sont atteints de ce syndrome de sidération. Il ne faut pas être, à mon avis, un spécialiste des comportements humains ou avoir fait la formation en sociologie des concepts médicaux pour constater effectivement que notre population, dans sa grande majorité, demeure clouée. Aujourd'hui, elle est transpercée par l'effroi. Elle est inactive face à tout ce qui lui fait mal. Votre introduction le dit, Jamal, et je vous rejoins totalement. Et elle est non seulement inactive à tout, mais elle l'est à tout ce qui lui complique son quotidien. Maintenant, bien entendu, que de temps à autre, nous assistons à des contestations ça et là, revendiquant certains droits ou certaines choses importantes, je dirais pour le commun des mortels, il y en a. Il reste qu'à force de ne rien obtenir, au motif du déséquilibre de force en place, parce que ce n'est pas tout le monde qui va vers ce type de manifestation, les acteurs des manifestations finissent toujours par baisser les bras pour rejoindre la majorité qui se plie. Pour laisser place à quoi, Jamal? Pour laisser place à ce phénomène de la hogra, d'injustice et de paupérisation qui ne dit pas son nom. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire par rapport à cette sujet du jour, à Jamal. Hassan, moi aussi. Oui. Vous confirmez donc l'état de sidération qui semble frapper la société algérienne, mais il y a quand même de temps en temps une sorte de soubresaut, généralement
dispersé. Je n'ai jamais toute la société algérienne qui conteste. C'est des régions, c'est des villes, il y a des émeutes tout le temps. Mais des émeutes où les gens s'en prennent au mobilier urbain, où ils dégradent la mairie, les poteaux électriques, ou alors une autre réaction qui est de plus en plus prégnante, présente, le harga, ou alors ils prennent un esquif, une petite barque et ils s'embarquent vers l'autre rive. Finalement, même quand il arrive qu'il y ait un sursaut, c'est un sursaut qui ne porte pas de contestation politique, qui ne porte pas de revendications claires, qui ne porte pas de vision d'avenir. Donc finalement, c'est une catalepsie, c'est une sidération avec de temps en temps comme ça des réveils sans autres conséquences. Totalement d'accord avec vous, Jamal. C'est pour cela que j'avais commencé en vous disant, je rentre un petit peu, j'essaie de réconcilier un petit peu nos deux amis qui sont avec vous là, M. Zahlani et M. Nekaz, qui le premier parlait. Nous avons ici, à titre d'exemple, hein, nous avons un animal, une mouette, qui est très très intelligent. Je ne sais pas si c'est la mouette. Je rappelle que vous êtes au Canada, hein. Vous êtes au Canada. Au Canada, oui. Et c'est un animal que nous attendions tout le temps, parce que dès qu'il dort toute l'année. Et puis quand il sort, c'est pour nous dire que la neige va tomber demain et c'est l'hiver qui rentre. C'est un animal intelligent. Je ne voudrais pas, je m'excuse, bien loin de moi de comparer notre grand peuple à cet animal intelligent. Mais je voulais juste dire que notre peuple est intelligent. Il va dormir, il dort certainement, mais quand il se réveillera, ça va être dur. Il va se réveiller. Maintenant, je voulais mettre le doigt sur les éléments les plus importants. Les raisons, c'est quoi, Jamal? Les raisons, c'est que ceux qui sont censés former, éduquer, rassurer, je dirais même sécuriser le peuple algérien, avaient et ont toujours une mission et un objectif totalement opposé à cela. L'école, Jamal, est complètement pervertie aujourd'hui. La santé est malade. Je dirais la production nationale est nulle. Un taux de chômage exorbitant. Une inflation galopante. Une constitution cacophonique. Et j'en passe. Toutes ces pratiques malsaines des gouvernants en place, conjuguées à la corruption, à l'inexistence quand vous dites au mensonge, il y a une politique. Pardon, là, je vais terminer mon idée là. Oui. Quand vous parlez du taux de chômage dont vous dites qu'il est exorbitant, oui. D'après les statistiques officielles, il est moindre qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Angleterre. Il est à peine de 10% ou de 11%. Je voulais... je vais arriver à cela, Jamal, si vous permettez. Encore une fois, je parle de mensonges. Je vous dis que donc, ces pratiques malsaines, bien sûr, je fais allusion à tous ces mensonges. On va nous dire que le taux de chômage en Algérie est de 3%, 4%. Le taux de chômage en Algérie aujourd'hui, que ça déplaise à M. Yahya ou à Dahman ou à Qaddour, il dépasse les 25% à Jamal. Et on ne donne pas l'allocation à tous les Algériens, à commencer par ma mère, qui a besoin d'une allocation chômage, qui n'a jamais travaillé par la faute de ce pouvoir-là. Il lui faut une allocation pour qu'il puisse vivre. Je n'ai pas mon père, je suis loin d'elle. Donc, passons cela. Je vous dis que c'est malheureuse chose, donc conjuguée en mensonge à une politique sans âme, Restez avec nous, Hassan Moussi, je reviens à vous dans un moment. Rachid Nekez, Hassan Moussi nous disait que ce peuple, cette société, quand elle va se réveiller, elle va se réveiller. Mais vous ne craignez pas, quand elle va se réveiller de façon trop brutale, qui pourrait la plonger dans l'inconnu, à partir du moment où elle n'est pas encadrée, à partir du moment où il n'y a pas de force autour de laquelle se rallier pour porter ses aspirations? Je partage l'analyse de Si Hassan Moussi concernant le diagnostic de la société algérienne. Néanmoins, comme on l'a précisé ici autour de la table, je crois que le peuple algérien est vacciné contre toute aventure politique hasardeuse. Et je reprends l'idée de M. Zahlani concernant l'idée d'une transition politique en Algérie
sur la base de la garantie militaire. Je crois que c'est essentiel. Est-ce que vous pourriez être plus explicite? Je crois qu'il est possible d'envisager une nouvelle gouvernance politique en Algérie avec la garantie de la stabilité de l'institution militaire. Ça veut dire une armée arbitre ou une armée chef de file qui va procéder à un nettoyage par le biais d'un coup d'État? Non, pas du tout, pas de coup d'État. C'est-à-dire que les institutions de la République algérienne demeurent ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire l'institution militaire assure la sécurité du territoire, l'institution policière assure l'ordre public, l'institution diplomatique assure la représentation de l'Algérie au niveau des instances internationales. Donc ces institutions, on n'y touche pas, c'est la garantie constitutionnelle, la garantie sécuritaire, la garantie de la stabilité, mais il faut permettre un changement de gouvernance politique en Algérie. Ça veut dire on change les personnes qui ont en charge la responsabilité politique, économique en Algérie Oui, mais depuis 20 ans. qui va aller vers ce changement à partir du moment où le sujet d'aujourd'hui, justement, est que la société est totalement débranchée, qu'elle ne se sent pas concernée, Tarterassi, Haddi Babdari, je ne veux pas m'en mêler, plus rien ne fait bouger les gens. L'opposition est quasiment une fausse opposition, Hacha, quelques personnalités et quelques partis qui essayent, mais qui sont neutralisés. Les institutions, comme vous dites, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les institutions telles que le Parlement, par exemple. J'en ai pas parlé, vous n'avez pas remarqué, j'en ai pas parlé. Oui, mais c'est là les véritables institutions, en théorie du moins. Elles sont acquises au régime, elles ont été installées par lui comme des façades juste institutionnelles. Par qui va venir ce changement dont vous parlez et qui va le dessiner? Qui va dire où est-ce que nous voulons aller, ce que nous voulons? Ça, c'est deux choses différentes. D'abord, je crois qu'il faut changer de gouvernance politique aujourd'hui. Alors, qui peut le faire? Je crois que l'armée, vous savez que l'armée, ce n'est pas que les généraux. Il y a 7000 colonels en Algérie. Et c'est des colonels formés. C'est très important à dire cela. Mais c'est l'armée, et justement, c'est le sujet dont a parlé Zanani, nous allons y revenir. Oui. Mais c'est l'armée qui a amené la situation à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, si je peux me permettre, je vais finir mon idée, si vous le permettez. Vous savez que l'armée a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 88. L'armée a fait l'erreur de tirer sur la foule, sur la population algérienne en octobre 88. Et je crois. Et l'armée a arrêté le processus électoral en 1992. Je vais y arriver. Je crois que l'armée regrette d'être intervenue pour réprimer une manifestation en 88. Et je crois aussi qu'en décembre 91, l'armée a fait une erreur en stoppant le processus électoral. Entre-temps, il y a eu l'exemple tunisien. Je ne sais pas si vous en souvenez, en 2008. Oui, où l'armée a joué un rôle admirable. Admirable. Quel a été son rôle? Elle n'est pas intervenue dans la révolution tunisienne. Et elle n'a pas pris le pouvoir. Barakallahu fik. Ouais. Et je crois que cet exemple-là va être suivi par l'armée algérienne. Mais sur quoi vous vous basez pour dire ça? Moi, personnellement, je me base sur une réalité. L'armée algérienne a réprimé en 1988. L'armée algérienne a interrompu le processus électoral en 1991. L'armée algérienne a joué un rôle durant la décennie noire ou rouge. L'armée algérienne a installé Bouteflika, lequel est au pouvoir depuis une vingtaine d'années. C'était il y a 20 ans. Oui, mais qui vous dit que ça va changer? Sur quoi vous vous basez? Il n'y a pas de déterminisme historique. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Bouteflika 2017 qui est mort, ce n'est pas la même chose que Bouteflika en 99, Bouteflika en 99, il faisait le tour du monde. En 2000, il a rétabli la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. En 2002, il essayait de constituer une Union africaine qui a du sens. En 2017, Bouteflika n'existe plus et l'armée, elle est consciente. C'est pas possible. Et l'armée, elle a belle واش راه كاين. Oui, je voudrais premièrement revenir un tout petit peu, un mot sur la question de la population qui est donc amorphe au Parisier. La société tout entière. La société, voilà, tout entière. Y compris ses élites. Je veux simplement dire que le pouvoir ne bénéficie pas de cela.
La population ne participe pas aux élections. La population ne sort pas spontanément pour acclamer tel ou tel responsable politique ou le chef de l'État ou autre. Vous voulez dire que c'est une résistance passive? C'est une résistance passive. On a vu comment les élections sont rejetées. C'est vrai. On a vu comment les candidatures... Mais est-ce un boycott ou une indifférence? Oui, bien, c'est une indifférence qui ressemble à un boycott, à un rejet de ce qui est institutionnel ou de ce qui vient du pouvoir. Les parlementaires, les élections parlementaires ou même communales, l'intelligentsia, les universitaires dont vous parlez ne se jettent pas, ne se bousculent pas pour participer aux élections, pour aller au Parlement. Si la presse était beaucoup plus ouverte, on aurait vu beaucoup plus de critiques de la part de certains universitaires pour écrire, parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un universitaire que d'écrire, que de dire son avis. Donc, en deux mots, la population, si elle n'est pas dans l'opposition, il faudrait qu'il y ait déjà une organisation d'opposition, elle n'est pas non plus, du tout d'ailleurs, avec le pouvoir. Oui, mais la question, ça, c'est les petits arguments que je vous ai donnés. Beaucoup de gens sont en train de dire, moi je pense comme vous, je pense que c'est du boycott, c'est de la résistance passive. Mais beaucoup de gens disent, non, c'est même pas ça. Ils confirment l'état de sidération et ils disent, non, c'est une démission de la population qui ne se sent pas concernée, qui est en train de dire au régime, vous avez pris le pouvoir, gardez-le, faites-en ce que vous voulez. Qui va dire ça? C'est des intellectuels, des universitaires, des hommes politiques. Oui. Il faut leur poser la question à eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou que font ces responsables politiques avant de jeter la pierre à la population? Pour revenir maintenant au régime militaire. Le système militaire, le régime, bien sûr, en Algérie, on sait le rôle de l'armée depuis il a toujours été central, depuis la guerre de libération nationale. Et donc, l'exemple de la Tunisie n'a pas lieu d'être, parce que l'armée, chez nous, a toujours été le fondement de l'État. En Tunisie aussi? Non. À partir du coup d'État médical contre Bouteflika, c'est un général qui a pris le pouvoir. C'est un général de M. Bézil Abidine. 87. On n'est pas sorti du sujet. Les forces de police en Tunisie sont beaucoup plus fortes que l'armée tunisienne. Il n'y a que ces dernières années qu'on essaie un petit peu, face aux dangers terroristes, de renforcer l'armée. Mais l'armée tunisienne, en tout cas, n'a jamais eu de rôle politique. L'armée algérienne a toujours eu un rôle politique et éminemment politique. Il y a 20 ans, les généraux Belkhir et compagnie, Nazar et autres, Touati et tout ça, étaient là, étaient forts, et c'est eux qui ont ramené Bouteflika. Oui. C'est eux qui, quelques années auparavant, ont mis fin au dernier mandat de Chadli, qui a duré 2 ou 3 ans. Oui. C'est eux qui ont mis fin au mandat de Zarouel, de 95 à 98. Comment 2 ou 3 ans, Chadli? 88-92. Ah, de 88 à 89, d'accord. 92. Ah, okay. Ou 89-91. D'accord. Pratiquement 2 ans ou 3 ans. Et ils ont mis fin. C'est l'armée, donc qui a mis fin au pouvoir élu, supposons, n'est-ce pas, de Chadli à l'époque. C'est l'armée qui a mis fin au pouvoir de Zarouel, qui est lui-même militaire. Oui. Et c'est toujours de l'Arabie Belkhir, Nazar, Touati et compagnie. D'accord. Oui. Ça fait plus de 20 ans. Mais vous apportez de l'eau à mon moulin. Non. Vous êtes Oui, ces gens-là, je n'ai pas terminé. Oui. Ces gens-là, il y a l'œuvre du temps. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans. L'Arabie Belkhir a été à la pointe de ceux qui ont ramené Bouteflika. Oui. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Oui. Il a été rabougri, cassé par Bouteflika lui-même. Jeté à la poubelle. Voilà. Oui. Et tout le reste, Nazar, compagnie, etc. et tout, pour finir avec le patron des services de sécurité. Oui, c'est vrai. Qui était partie prenante, est un gage, une garantie de la sécurité, n'est-ce pas, des services de sécurité pour ce qui est de Bouteflika, et qu'il a aidé dans toutes ces élections trafiquées. Où il est maintenant, monsieur... Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer? Dire que ces gens-là, l'armée, cette armée-là, n'est plus... Parce que l'armée, c'est aussi... Mais il y a une autre armée. Oui. Bouteflika a nommé des centaines de généraux qui ne bougent plus, mais qui sont là. Gaïd Salah, qui est actuellement à la tête de l'armée, je ne sais pas quel pouvoir il détient sur l'armée, et qui est plus ou moins équilibré selon les clans, mais Gaïd Salah n'était pas du tout dans le clan d'Enzar, de Belkhir et compagnie. Il devait même être remercié.
Oui. Et c'est Bouteflika qui l'avait. Ben, disons que l'armée a fait une mue, mais ça ne fait pas qu'elle ait changé. Les janvieristes, appelez ça comme vous voulez, ne sont plus là. Il y D'accord. a une nouvelle génération de militaires, on peut dire sans que je sois un expert en la matière, qu'il y a une partie qui est totalement apolitique, dépolitisée. D'accord. Des militaires de carrière, une partie qui a été mise à la retraite très tôt. Mais il me semble que face au blocage de la situation politique, face à l'absence d'un chef de l'État qui est lui-même chef des armées, on interpelle, on se permet d'interpeller. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans l'armée. Mais il n'y a que l'armée qui a un rôle sécuritaire, certes, mais ce n'est pas simplement sur les frontières. D'ailleurs, nos frontières sont complètement encerclées par la politique bouteflikienne, qui devait soi-disant rendre l'Algérie sa position internationale. Actuellement, on est complètement encerclé. Actuellement, on n'a pas d'amis au Moyen-Orient, on n'a pas d'amis en Afrique, on n'a pas d'amis en Europe, on n'a pas d'amis nulle part. Ce n'est pas le cas du régime. Non, le régime a des amis partout. Non, je parle de l'État algérien. L'État algérien n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le régime algérien. La société est en totale catalepsie, elle est absente. Moi, je ne parle pas de ses souteneurs. Mais les gens qui tiennent le pouvoir placés en Algérie, ils sont en très bon contact, en très bonne relation avec la France, avec les États-Unis, avec le Moyen-Orient, avec l'Arabie saoudite, à laquelle M. Ouihia vient de présenter ses excuses. M. Bouteflika, qui n'a pas existé, qui existait dans l'ère de Boumediene, et qui n'est pas passé à l'ère Chadli, c'est le seul qui n'est pas passé à l'ère Chadli, comme Ahmed Tab Ibrahim et d'autres, qui est comme, à l'instar d'autres, qui sont partis et qui est revenu. Lui qui a été condamné au pénal par une institution de la République, la Cour des comptes, pour une infraction infamante. Il n'a pas été condamné, il a été condamné par la Cour des comptes. Il a été transmis à la justice. À avoir touché. Non, ça veut dire qu'il a été confirmé qu'il a détourné des fonds. Il n'a pas été condamné. Le 8 août 83, oui, mais la Cour des comptes algérienne. Oui. C'est une condamnation. D'accord. Parce qu'elle est chargée de cette... Ça a été transmis à la justice, le dossier a été transmis. Et il a été gracié, je vais dire, entre guillemets, politiquement, par M. Chadli. Mais il reste un homme qui s'est servi et qui a été relevé. Son comportement a été relevé et qui a été condamné. D'ailleurs, il a tenté de restituer l'argent détourné. Mais Esdin Zalali, nous sommes en train de parler de cet état de sidération d'une société qui ne réagit plus à travers tout ce qui la constitue, y compris ses élites, y compris ses politiciens, y compris sa presse, y compris sa jeunesse, ou alors quand elle réagit, c'est par des manières quasi suicidaires comme la harga. Or, vous me dites que oui, mais il y a l'armée qui est là, qui pourrait réagir à la place de la société. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai dit ça parce que le pouvoir a créé des forces de sécurité, particulièrement dans la police, M. Hamel, et dans d'autres secteurs, qui lui sont totalement inféodés pour des raisons régionalistes ou financières ou autres, etc. Le pouvoir a créé aussi dans la société, parmi les milliardaires, parmi les universitaires, parmi les fonctionnaires, toute une masse de personnes qui lui sont inféodées. Et donc, le simple citoyen, même je vous ai dit tout à l'heure, même la presse est inféodée au pouvoir actuellement, par la publicité, par tout cela. C'est un comportement marzénien. On achète les consciences, on achète les intellectuels. Les universitaires dont vous parlez bénéficiaient, peut-être jusqu'à présent, pendant des années, de bourses, de financement gratuits. Partez à l'étranger, partez à ceci, partez à cela. L'université d'Alger, on a mis une personne comme recteur pour la tenir pendant plusieurs années pour éviter tout débordement à l'université d'Alger. Certaines universités importantes d'Algérie sont mises sous surveillance. Les fonctionnaires, les universitaires sont achetés. C'est pour cela. Ils ont 2 000 € par an pour aller à l'étranger. La population
ne fera pas confiance, parce que si la population se soulève ou s'exprime, c'est pour qu'il y ait des hommes ou des femmes pour pouvoir prendre en main la situation. La population ne veut plus remettre les anciens à la place, parce qu'elle ne leur fait plus confiance. Deuxièmement, l'armée, en tant que seule force organisée face à la prévoyance du chaos, hein, parce que je parle de l'intervention de l'armée, pour éviter le chaos qui peut être encore une issue programmée. Hassan Moussi, donc voilà, Aziz Zalani nous dit que par prévention d'une éventuelle, j'allais dire, catastrophe qui pourrait survenir, l'armée pourrait être la solution. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Moussi? Jamal, moi je vais rappeler une phrase qu'avait dite notre ami Mekaz, qui est avec vous, elle remonte, je crois, 1 année et demie, quelque chose comme ça. Il a dit que le changement viendrait logiquement de la diaspora algérienne qui est à l'étranger. C'est très très important. Malheureusement, encore une fois, cette diaspora, elle est divisée. Elle est divisée. Si je vous donne le décompte de partis politiques, d'organismes connus qui se trouvent en France, à Paris, à Londres, au Canada, je vous dirais qu'il y a au moins une vingtaine. Le problème, c'est qu'on n'est pas unis. On n'est pas unis. Les capitales occidentales soutiennent aujourd'hui le pouvoir algérien. Le bas blesse, c'est là. Moi, je suis capable demain de taper à la porte de Trudeau pour lui dire, écoute, mets-moi à la tête de la gouvernance en Algérie, je vais changer les choses. Il me dira pourquoi. Je dirai parce que mon peuple souffre. Mais qu'est-ce que tu me diras, qu'est-ce que tu me donneras, M. Moussi, si je vous mets à la tête? Si je lui donne la moitié de l'Algérie, il n'accepterait pas, parce qu'il a peut-être beaucoup plus que la moitié de l'Algérie. Les capitales occidentales gagnent, bouffent, mangent, boivent des richesses algériennes. Le problème est là. Il faudrait trouver une solution à cela. Il faudrait que nous tous qui sommes à l'étranger soyons justement un déclencheur pour dire à Macron, pour dire à Trudeau, pour dire à Trump, etc., de reculer, de nous laisser en paix, bon Dieu. Le problème est là déjà. Maintenant que M. Zalani nous dise que l'armée, oui, je suis totalement d'accord avec lui, parce que les militaires, certains officiers sont nos fils, sont nos frères, sont les fils du peuple. Ils ont bu de notre lait, ils nous ont écoutés, ils nous ont entendus, nous les avions éduqués dans ce sens pour qu'ils demeurent modestes avec le peuple, etc. Mais l'armée est encadrée, elle est contrôlée par des clans beaucoup plus forts, ils sont cachés, ces gens-là. On n'arrivera pas dans l'immédiat à changer la donne en Algérie. Les militaires, les officiers les officiers subalternes, etc., n'ont pas la possibilité de bouger, bien que dans leur cœur, ils ne sont pas d'accord. La majorité des militaires qui avaient voté lors des dernières élections avaient mis le bulletin blanc. Il faut le dire, ils ont besoin juste du cachet sur leur carte pour le montrer au niveau de leur caserne. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce sont ces pratiques malsaines de notre pouvoir, notamment accentuées au cours des 15 dernières années à Jamal, qui ont donné naissance à une génération stressée, angoissée, se limitant juste à procréer, à se remplir la panse et à sécuriser quelque peu l'intérieur de sa propre maison. That is that all, Jamal. Le voisinage, le bien commun, la dictature centrale sont les derniers de ses soucis, pour ne pas dire absents dans sa tête, dans la tête de cette, notamment nouvelle génération. Je suis obligé de vous interrompre. Hassan Moussi n'a plus beaucoup de temps. Encore, je ne suis pas très d'accord avec vous sur certains de vos jugements, mais Rachid Nekez, il ne reste plus beaucoup de temps, 3 minutes environ. Alors, vous Hassan Moussi, parlez de la solution qui viendrait de la diaspora. Aziz Zalani parle d'une solution qui pourrait venir de l'armée, alors que le gros problème, c'est que cette solution devrait venir de la société algérienne, du peuple algérien. Or, nous sommes en train de parler vraiment... c'est comme si on était dans une autre planète, ou sur une autre planète. C'est Jamal el-Din Benjellouf. Il ne reste plus beaucoup de temps, environ 3 minutes. La diaspora algérienne, c'est le peuple algérien. Oui, mais c'est l'élite. ne viennent que de la diaspora algérienne. شوف في البلاد راهم مسلمين ومكتفين ما يقدروا يديروا والو. انا بعض كي نكون في البلاد على بالك بلي هذا النظام هذا ما خلانيش ندير اللقاء
مع السي Ahmed Ben Bitour. J'avais rendez-vous avec M. Ahmed Ben Bitour à Alger. Le système a refusé que je le rencontre. C'est devenu, ça va vous faire plaisir, une démocratie dictatoriale. Est-ce que vous savez que la police a eu ta'limat pour qu'on roule entre 10 km à l'heure et 45 km à l'heure pour pas que j'arrive à l'heure? La diaspora algérienne fait partie du peuple algérien. النخبة الجزائرية اللي راهي في كندا في فرنسا في اسبانيا في انجليز. Et l'armée? Je crois que c'est complémentaire. Il faut que, d'une part, l'armée, la diaspora algérienne, l'élite algérienne, les intellectuels algériens يخدموا اليد في اليد بيسقموا بلادنا. Et je vais vous donner un exemple. أنا على ما يحبسونيش ما يدخلونيش في الحبس في البلاد باسكو راهم خايفين يستفقوا. Imaginez, il y en avait 10 000 Ne comme moi. tirez pas le diable par la queue. J'ai pas fini, si vous permettez. Est-ce que vous savez qu'ils ont piraté ma page Facebook pendant 3 jours? Ils l'ont piraté. Vous avez été condamné par... J'y arrive. Mais vous n'avez plus de temps. D'accord, ok. Ouais. Donc, ils ont supprimé 2 mois de vidéos. Et là, j'ai été condamné par la justice française à payer par jour 80 millions de centimes à un voyou, un traître, un voleur français qui s'appelle Ould Qadour, qui est président Je préfère que vous de la n'insultiez Sonatrach. pas les gens, que vous parliez sans insulter. Oh, écoutez, c'est un voleur, Oui, c'est oui, un oui, voyou. mais Il a été ne portez condamné. pas de jugement de valeur. Cher Contentez-vous de faire état de la situation. Cher monsieur, Oui. monsieur Ould Qadour a été condamné par un tribunal militaire pour trahison. Monsieur Ould Qadour a volé 10 000 milliards de centimes à l'armée et à la Sonatrach. Donc ce n'est pas de la diffamation, ce sont des faits réels. Et c'est un rapport de Vous avez monsieur été condamné Ouyaria. par la justice française. J'ai été condamné à la justice française à Pour ne payer pas 4 avoir retiré son adresse personnelle. parce que la justice ne de veut pas votre que page. je mette l'adresse de 2 appartements qu'il a achetés avec l'argent qu'il a volé au peuple algérien. Eh bien, je vais vous répondre, je n'enlèverai pas cette adresse et je continuerai à la mettre 74 boulevard Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine et je ne paierai pas un centime des 80 millions de centimes qu'il me Merci, réclame merci par jour. Rachid Nekaz, merci Hassan Moussi, merci Azdine Jalani, Merci merci pour à l'invitation. vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair. Bslama.